Je m'appelle Alice Martin, j'ai 38 ans, et au moment où mes parents ont annoncé qu'ils avaient donné l'intégralité du produit de la vente de leur maison à ma petite sœur et qu'ils prévoyaient de s'installer dans mon investissement locatif, j'ai su que ce n'était pas juste une dispute familiale de plus, mais l'événement qui briserait enfin la fragile loyauté qu'il me restait. Cela s'est produit il y a environ 3 mois, mais les retombées me collent encore à la peau certains matins comme l'odeur de la fumée sur les vêtements, et j'ai pensé qu'il fallait que je raconte toute l'histoire parce que j'avais besoin de déposer quelque part toute cette incrédulité. Cette colère et ce sentiment nauséeux de réaliser que les gens qui vous ont élevé peuvent encore regarder votre vie et décider qu'elle leur appartient. Même maintenant, quand je rejoue ce premier appel téléphonique dans ma tête, j'entends encore à quel point ma mère avait l'air enjouée, fière et excitée, comme si elle partageait une merveilleuse nouvelle au lieu de me présenter le plan d'un désastre imminent. Je suis marié à mon mari, Thomas, depuis 6 ans, il est architecte, brillant de cette manière calme et discrète qui fait que les autres semblent toujours plus bruyants qu'ils ne le sont, il remarque tout, les proportions, les tensions. La façon dont l'atmosphère d'une pièce change quand une mauvaise nouvelle y entre. Il gagne aussi très bien sa vie, ce que ma famille a toujours gardé dans un coin de sa tête comme une raison de plus pour laquelle je devrais être capable d'absorber n'importe quel chaos qu'il crée. Quant à moi, je dirige une entreprise de mobilier sur mesure que j'ai bâtie à partir de rien, sans investisseurs, sans prêt familial, sans filet de sécurité, juste des années de de factures en retard, de café bon marché, de week-ends sacrifiés et ce genre d'entêtement qui semble ennuyeux de l'extérieur jusqu'à ce qu'il commence à porter ses fruits. Nous possédons 2 maisons, celle où nous vivons est confortable, chaleureuse, le genre d'endroit où l'on se sent bien sans en faire trop, rien de clinquant, juste du solide. La deuxième maison, je l'ai achetée il y a environ 3 ans comme investissement locatif, un endroit plus petit, bien construit, dans un quartier décent, avec un revenu locatif fiable, et je l'ai loué à un jeune couple, Mathieu et Julia, ils paient à l'heure, ne causent jamais de problème. Traitent l'endroit avec respect, ce sont des locataires parfaits, honnêtement, le genre de personnes qu'on veut garder parce qu'elles font de la gestion immobilière un plan serein plutôt qu'un pari risqué. C'est ici que ma famille entre en scène et que les choses tournent mal. Mes parents ont eu 2 filles, moi et ma petite sœur, Elodie, 35 ans, et je jure que cette femme n'a jamais occupé un emploi stable pendant plus de 5 minutes dans toute sa vie d'adulte. Je n'exagère pas, depuis qu'elle a terminé ses études, que mes parents ont payé bien sûr, elle a bondi d'une entreprise au nom glamour à une autre, conseil en images, branding lifestyle, coaching bien-être, stylisme d'événements, stratégie digitale. Tous les 6 mois, c'est un nouveau titre, un nouveau moodboard, une nouvelle explication sur la raison pour laquelle le succès est à portée de main si tout le monde croyait un peu plus en elle et la finançait une dernière fois. Pendant ce temps, quand j'ai voulu monter ma boîte, est-ce que quelqu'un m'a donné un centime? Pas le moins du monde. Mon père m'a dit que c'était trop risqué et que je devrais me concentrer sur l'obtention d'un emploi stable à l'EDF ou dans l'administration, quelque chose de sûr, de raisonnable. Mais quand Elodie s'est déclarée entrepreneuse, soudain, toute la maison est devenue un sanctuaire à son potentiel, ma mère parlait de soutenir sa vision et mon père disait que certaines personnes étaient simplement nées pour bâtir de grandes choses, et apparemment, ces grandes choses nécessitaient toujours que quelqu'un d'autre paie la facture. Aujourd'hui, Elodie est fiancée à un homme nommé Damien, et si vous les mettez tous les deux dans une pièce assez longtemps, ils peuvent transformer n'importe quel fantasme en stratégie financière. Damien est soigné, charmant quand il le veut, et parle toujours du futur comme s'il s'agissait d'un catalogue de luxe dans lequel il allait entrer, il a des goûts de luxe, des cheveux impeccables et une voix qui rend même les idées les plus imprudentes gérables. Elodie l'adore et mes parents traitent leur relation comme la preuve que toutes ces années à la subventionner ont enfin payé, mais la vérité est qu'ils vivent tous les deux comme des gens qui pensent que l'esthétique est une source de revenus. Elle porte toujours de nouveaux vêtements, poste des photos depuis des bars en rooftop ou des boutiques hôtels, et fait toujours allusion à leur vie élevée ensemble sur les réseaux sociaux. Lui parle de partenariats de marque et de dîners de networking comme les gens normaux parlent de factures et de courses. Pour autant que je sache, Elodie était encore entre 2 projets, ce qui signifiait qu'elle vivait de la générosité de mes parents pendant qu'elle se réinventait pour la 100e fois, et Damien n'apportait pas vraiment de stabilité non plus. Trop occupé à planifier le mariage et à parler de construire une vie de luxe, une idée charmante si quelqu'un d'autre paie. Il y a 3 mois, mes parents m'ont appelé, ravis, ils avaient décidé de vendre la maison familiale, celle qu'ils possédaient depuis 30 ans dans un bon quartier, valant probablement autour de 450 000 €. J'ai pensé qu'ils faisaient enfin quelque chose de sensé, réduire la voilure, peut-être emménager dans une résidence senior ou un endroit plus petit alors qu'ils approchaient de la fin de la soixantaine, cela avait du sens. Pour une fois, j'ai cru qu'ils pensaient à eux-mêmes.
Ma mère n'arrêtait pas de parler du bon prix qu'ils avaient obtenu, de la simplicité de la vente et de son excitation pour ce nouveau chapitre. J'étais sincèrement heureuse pour eux, ils avaient travaillé dur et méritaient de profiter de cet argent, d'être en sécurité. Puis, elle a lâché la bombe, nous avons donné tout l'argent à Élodie comme cadeau de mariage. Je me souviens être resté complètement immobile dans ma cuisine, ma main serrant le bord du comptoir si fort que mes doigts me faisaient mal. Tu lui as donné quoi? Tout, a répondu ma mère joyeusement, elle a trouvé ce magnifique appartement de luxe en centre-ville et nous voulions l'aider à commencer sa nouvelle vie avec Damien. Les 450 000 euros? J'ai commencé à faire le calcul si vite que j'en ai eu le vertige. S'il donnait chaque euro de la vente à Élodie pour un appartement de luxe, où exactement mes parents prévoyaient-ils de vivre? C'est là que la deuxième partie de la folie est arrivée. Il s'avère qu'Élodie avait trouvé un pantouse incroyable dans une tour de verre avec conciergerie et piscine sur le toit, le genre d'endroit qui coûte environ 1,2 million d'euros. Mes parents lui avaient donné tout leur capital pour l'apport et elle était censée financer le reste. Sur quel revenu? C'était une excellente question que personne ne semblait vouloir poser. Et votre retraite? Ai-je demandé à ma mère. Oh, nous avons tout prévu, a-t-elle dit sur le même ton enjoué, nous emménageons dans ta maison de location. Juste comme ça. Pas de discussion, pas de demande, juste une annonce, comme si elle confirmait une réservation au restaurant. J'ai cru avoir mal entendu et quand j'ai demandé s'ils en avaient parlé à mes locataires, elle a répondu que ce n'était pas nécessaire parce que je pouvais simplement dire à Mathieu et Julia de partir, briser un bail légal, mettre dehors 2 innocents. Perturber mes revenus et endommager ma réputation professionnelle, tout ça pour que mes parents se remettent d'une crise qu'ils avaient personnellement fabriquée avec un ruban et un sourire. Le sentiment de supériorité était époustouflant, ils avaient pris cette décision financière massive sans consulter personne et s'attendaient à ce que je sacrifie mon travail. Quand j'ai dit que ça n'arriverait pas, la voix de mon père est devenue glaciale, ce ton qu'il utilisait pour me rappeler qu'il considérait la déception comme un outil pédagogique. Nous t'avons élevé, Alice, c'est ce que la famille fait l'un pour l'autre. La famille, celle-là même qui a payé les études d'Élodie mais pas les miennes, celle qui a financé ses échecs en me disant d'être réaliste, celle qui venait de lui donner un demi-million d'euros et s'attendait à ce que je fournisse un logement gratuit en plus. J'ai dit que je les rappellerais et j'ai raccroché. Thomas était sur le pas de la porte de la cuisine, il en avait entendu assez pour savoir quel genre de tempête arrivait. S'il te plaît, dis-moi que tu n'envisages pas ça, a-t-il dit. Pas une seconde, j'ai répondu, mais je sentais une pression monter car mes parents n'acceptaient jamais un non quand ils estimaient avoir un droit sur quelque chose. J'étais à l'atelier mardi dernier quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, j'ai failli ignorer l'appel car je finissais une console en noyer, mais quelque chose dans le rythme de la sonnerie m'a fait m'arrêter. C'était Mathieu, le locataire. Sa voix était serrée, pleine de panique. « Alice, on a besoin d'aide, il y a des gens devant notre porte qui prétendent être les propriétaires, ils ont des valises et des sacs de courses, ils frappent à la porte en nous disant de faire nos bagages. Une femme crie que c'est leur maison maintenant et que nous sommes des intrus. » J'ai su tout de suite. J'ai éteint mes machines dans un silence assourdissant, j'ai dit à Mathieu de ne surtout pas ouvrir et que j'arrivais. J'ai conduit à travers la ville avec les mains crispées sur le volant, espérant une explication rationnelle tout en sachant que mes parents avaient décidé de prendre de force ce que je refusais de leur donner. En arrivant, ils étaient là, sur le perron, avec 2 grandes valises et une assurance absolue, ma mère martelait la porte tandis que mon père se tenait là, drapé dans sa propre droiture. En me voyant, ma mère a souri comme si j'étais là pour résoudre un petit désagrément. « Alice, enfin, ces gens refusent de partir. » Je me suis arrêté en bas des marches. « Maman, qu'est-ce que vous faites ?»« Nous emménageons, » a-t-elle dit comme si c'était une évidence. « Je vous ai dit que ça n'arriverait pas. » Mon père a pris son air sévère d'autrefois, « Nous avons passé 2 semaines à l'hôtel en attendant que tu gères la situation. » 2 semaines où ils auraient pu chercher un appartement ou demander de l'aide à d'autres proches, mais non, ils avaient choisi de se mettre dans une situation désespérée pour me faire culpabiliser. Vous êtes à l'hôtel parce que vous avez choisi de vendre votre maison et de donner l'argent, ce n'est pas mon problème à résoudre, ai-je répondu. Ma mère a alors explosé, criant sur la gratitude, les sacrifices et tout ce qu'ils avaient fait pour moi, sa voix résonnant dans toute la rue, les voisins commençant à regarder par les fenêtres. Mon père a tenté une autre tactique, plus calme, nous avons quitté l'hôtel ce matin, nous n'avons nulle part où aller. La manipulation était totale, il s'était enfermé tout seul dans un coin et m'accusait d'avoir construit le mur. Mathieu a entrouvert la porte, « Blême, tout va bien ?»
On doit appeler la police. J'ai regardé mes parents dans les yeux, tout va bien, ils s'en vont. Nous ne partirons pas, c'est une propriété familiale. A crié ma mère. C'est ma propriété, ai-je rétorqué assez fort pour que toute la rue l'entende, je l'ai achetée avec l'argent de mon entreprise bâtissant votre aide. Mon père a bredouillé, après tout ce qu'on a fait pour toi. Quoi exactement? Ai-je coupé, vous avez payé pour Élodie, vous avez financé ses échecs, vous lui avez donné vos économies pour un pantouse qu'elle ne peut pas payer alors que vous m'avez toujours dit d'être réaliste. Ne prétendons pas que c'est de l'entraide familiale. Ma mère a commencé à pleurer sur commande, me demandant où ils étaient censés aller. N'importe où, sauf ici, j'ai répondu froidement. Quand Mathieu a de nouveau proposé d'appeler la police, mon père a rétorqué qu'on n'impliquait pas la police dans les affaires de famille. Il le fera, et moi aussi, vous êtes des intrus, ai-je conclu. Ça a tourné au vinaigre, ma mère hurlant que j'étais une fille égoïste et que ma grand-mère aurait honte de moi, tandis que mon père lançait la comparaison ultime, ta sœur ne nous traiterait jamais comme ça. J'ai répondu, tu as raison, Élodie prendrait votre argent et vous laisserait vivre dans votre voiture, au moins je suis assez honnête pour vous dire non en face. Ils ont fini par charger leurs valises, mon père criant par la fenêtre de la voiture que je le regretterais. J'ai présenté mes excuses à mes locataires, ils étaient terrifiés, cachés dans la chambre depuis 20 minutes. Je leur ai donné mon numéro personnel et leur ai dit d'appeler le 17 immédiatement s'ils revenaient. Le lendemain matin, le harcèlement a commencé, ma tante Suzanne m'a appelé dès 7 heures pour m'accuser d'avoir laissé mes parents sans abri, l'histoire avait déjà été réécrite, j'étais la méchante. Puis ce fut mon cousin Noah, qui ne m'avait pas parlé depuis 3 ans, me disant que je devais tout à mes parents. À midi, j'avais reçu 15 messages et 8 appels, tous parlant de loyauté, de respect des aînés et de sacrifice, personne ne me demandait ma version, personne ne s'inquiétait des locataires ou de la folie financière de mes parents. Ma tante Suzanne a rappelé en disant que je détruisais la famille parce que j'avais plus d'argent que les autres. Mercredi soir, j'en ai eu assez, j'ai écrit un email de 2000 mots intitulé Mise au point, détaillant chaque chiffre, chaque fait, la vente à 450 000 € donnée à Élodie, leur tentative d'expulsion illégale, les preuves de mon achat immobilier seul. J'ai terminé en listant tous ceux qui m'avaient harcelé, puisque vous êtes tous si inquiets, je suis sûr que l'un d'entre vous sera ravi de les héberger, la famille est de la famille, n'est-ce pas? Donnez-moi vos adresses pour que je leur dise où emménager. Le lendemain, silence radio. Les donneurs de leçons ont soudainement réalisé qu'ils n'avaient pas de place où se sont tus. Élodie m'a appelé, furieuse que je les fasse passer pour des fous, on s'est disputé 10 minutes et j'ai raccroché, tu as leur argent, tu gères leur logement. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par ma cousine Maria qu'Élodie avait des problèmes avec son pantouse, la banque demandait des preuves de revenus qu'elle n'avait pas, son entreprise n'était qu'une coquille vide de posts Instagram. Le prêt a été refusé et une grande partie du dépôt de mes parents était bloquée. Au même moment, Élodie et Damien prévoyaient un mariage à 200 invités, le traiteur a exigé le paiement final et comme mes parents n'avaient plus rien, vivant dans un studio miteux, le mariage de luxe a été annulé pour finir dans le jardin des parents de Damien, Élodie pleurant toute la soirée. Moi, je fermais l'achat de ma 3e propriété, un bâtiment commercial. Un samedi matin, mes parents ont tenté une dernière approche, se présentant à ma porte avec des fleurs et un rôti de bœuf, parlant à ma sonnette vidéo avec des sourires forcés, s'excusant à moitié pour mieux s'incruster. Je n'ai pas ouvert, j'ai appelé la police pour violation de propriété, un officier est venu et les a forcés à partir sous mes yeux, ma mère pleurant encore une fois pour manipuler l'agent, mais la loi est la loi. Le lundi, j'ai obtenu une ordonnance de protection leur interdisant d'approcher de chez moi ou de mon atelier. J'ai changé de numéro, le calme est revenu pendant 3 semaines, jusqu'à ce qu'un inconnu m'appelle pour me parler d'une opportunité d'investissement que ma sœur lui avait présentée. Mon sang n'a fait qu'un tour, Élodie se présentait comme ma co-associée, utilisant mes photos et ma réputation pour soutirer de l'argent à des investisseurs privés, elle avait même créé un faux profil LinkedIn. C'était une escroquerie pure et simple. J'ai organisé un piège avec l'un des investisseurs dans un café, je suis apparu au milieu de leur réunion alors qu'elle lui demandait 25 000 €. Son visage s'est décomposé, j'ai appelé la police en direct, elle a été arrêtée devant tout le monde. L'enquête a révélé qu'elle avait escroqué 6 personnes pour un total de 40 000 €. Elle a plaidé coupable pour éviter la prison, récoltant 2 ans de sursis et une interdiction de gérer. Mes parents ont explosé, disant que j'avais trahi le sang. Élodie et Damien ont divorcé peu après, le luxe étant difficile à maintenir sans argent volé,
Elle travaille maintenant dans un centre d'appel. Ma vie est bien meilleure aujourd'hui, mon entreprise fleurit et je savoure chaque moment de ma grossesse avec Thomas. On me demande parfois si je regrette d'avoir été aussi dur, je réponds toujours la même chose, on peut passer sa vie à essayer de maintenir une paix artificielle ou on peut choisir de protéger sa propre santé mentale.